Un haut conseiller du leader de la révolution islamique iranienne a réitéré le soutien de Téhéran à la souveraineté de la Syrie. Ali Akbar Velayati, en visite à Damas pour participer à une conférence pro-palestinienne, a déclaré que l'Iran se tiendrait aux côtés du peuple et du gouvernement syrien pour faire face aux ennemis de la Syrie, en particulier Israël. Velayati a par ailleurs dénoncé l'attaque israélienne de lundi contre une base aérienne de l'armée syrienne, en disant que ce crime ne resterait pas impuni. Le haut responsable iranien a également estimé que les récentes allégations d'attaques chimiques formulées contre Damas constituaient un complot ourdi par le tandem américano-israélien. M. Velayati a aussi félicité les forces pro-Damas pour leur succès lors des offensives antiterroristes, affirmant que ces victoires avaient porté un coup sérieux aux ennemis de la Syrie. Moscou a invité les États-Unis et d'autres pays occidentaux au réalisme concernant les présumées attaques chimiques en Syrie. Le Kremlin a accusé mardi les États-Unis et leurs alliés de refuser de regarder la réalité en face au sujet de l'attaque chimique à Douma dans la région de la Ghouta orientale. Vous voyez la position non constructive adoptée par quelques pays, dont les États-Unis. Ils refusent de regarder la réalité en face, a dénoncé le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov, ajoutant que personne parmi eux ne parle de la nécessité de mener une enquête impartiale. Faire des raccourcis et énoncer des verdicts sans aucune enquête est une vieille tradition des Occidentaux, a-t-il ajouté, précisant que si la menace d'une réaction forte de Washington réduit certainement la marge de manœuvre pour des efforts diplomatiques, ça ne veut pas dire que la partie russe a l'intention d'arrêter son travail actif dans la sphère diplomatique. Le président américain Donald Trump a fait planer la menace d'une riposte militaire contre la Syrie après des allégations selon lesquelles les attaques chimiques auraient été perpétrées par Damas. Le vice-ministre des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov a de son côté estimé que la situation est sérieuse et a accusé Washington de diffuser de fausses informations pour trouver un prétexte à une action militaire. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a accusé Washington de chercher des excuses pour intervenir en Syrie en menaçant le gouvernement syrien après l'avoir accusé des attaques chimiques présumées dans le pays. Quant à la récente attaque aérienne d'Israël contre une région syrienne, M. Zarif a déclaré qu'Israël avait mené des attaques similaires dans le passé, à chaque fois que les terroristes combattant le gouvernement syrien subissaient des défaites. Le chef de la diplomatie iranienne a fait ses commentaires au Brésil, où il est arrivé ce mardi dans le cadre d'une tournée en Amérique latine. Les terroristes encore présents dans la ville de Douma en Syrie ont libéré tous les civils qu'ils retenaient captifs depuis le début du conflit syrien. Tous les otages qui étaient séquestrés par les terroristes de Jaïch al-Islam dans la ville de Douma, dans la Ghouta orientale, ont été libérés ce mardi. Selon l'agence de presse syrienne Sana, 2 autobus venant de Douma, avec à leur bord des dizaines de personnes kidnappées, sont arrivés au point de contrôle de l'armée arabe syrienne à proximité du corridor du camp de Wafiddin. Sana a ajouté qu'avec la sortie de ces 2 autobus, toutes les personnes enlevées avaient été libérées par le gouvernement syrien. La libération a eu lieu dans le cadre d'un accord que les terroristes ont conclu avec le gouvernement en échange de leur sortie en toute sécurité du nord du pays. Par ailleurs, le ministère syrien de la Défense a annoncé que 3600 terroristes et leurs familles avaient quitté Douma dans la région de Ghouta orientale au cours des dernières 24 heures. Douma est la seule ville encore sous le contrôle des terroristes, alors que l'armée syrienne a entrepris à la mi-février une offensive d'envergure pour libérer la banlieue de Damas. Un groupe de défense des droits de l'homme a déposé une plainte contre le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman concernant les attaques inhumaines de l'Arabie contre le peuple yéménite. Taha Hossein Mohammad, avocat et directeur du Legal Center for Rights and Development, LCRD, et ses 2 conseillers français ont profité de la venue en France du prince héritier saoudien pour effectuer cette démarche. Elle s'inscrit dans le cadre des campagnes lancées par diverses ONG contre les ventes d'armes françaises à Riyad,
armes qui sont susceptibles d'avoir été utilisées pour commettre des violations des droits de l'homme au Yémen. Créé en 2014 et dirigé par des avocats, le LCRD s'est donné pour objectif de dénoncer ces violations. Taha Hossein Mohammad s'appuie sur le fait que Mohammed Ben Salman est ministre de la Défense depuis le 23 janvier 2015. C'est en cette qualité qu'il a ordonné le 25 mars 2015 les premiers bombardements sur le territoire du Yémen, rappellent ses conseillers maître Joseph Breham et Hakim Sherghi. Les avocats du LCRD jugent les juridictions françaises compétentes dès lors que les faits incriminés relèvent selon eux de la Convention des Nations Unies de 1984 sur la torture et que la personne visée se trouve actuellement en France. Les bombardements aveugles lancés par les forces armées de la coalition sur les populations civiles au Yémen sont de nature à être considérés comme des actes de torture, écrivent-ils, en citant des cas documentés par les ONG Human Rights Watch, Amnesty International et Oxfam, ou encore des rapports de l'ONU. Ils s'appuient aussi sur une enquête de l'agence de presse américaine AP, révélant l'existence au Yémen d'au moins 18 sites de détention dirigés par les Émirats arabes unis, alliés de l'Arabie saoudite, ou par des forces yéménites entraînées par les Émirats et relatant des disparitions et des cas de torture. Il cite également des informations d'Amnesty sur la détention arbitraire de plusieurs personnes et de Human Rights Watch sur l'usage par la coalition d'armes à sous-munitions illégales. Il dénonce enfin le fait que des millions de personnes soient privées d'accès aux biens de première nécessité par des attaques aériennes et un blocus maritime. En tant que ministre saoudien de la Défense et leader de la coalition, Mohammed Ben Salman est susceptible d'avoir fourni les moyens et les instructions pour réaliser ces infractions, concluent les avocats, qui demandent au nom de leurs clients au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris d'ordonner toutes les investigations nécessaires. La France est un des principaux pourvoyeurs d'armement de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et de l'Égypte, pays également engagé militairement au Yémen avec le soutien des États-Unis. Dans un rapport commandé par Amnesty International France et Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, le cabinet d'avocats Ancil, auquel appartient Maître Breham, a récemment mis en garde le gouvernement français contre le risque juridique que comporte la livraison d'armes dont l'utilisation est susceptible de violer le droit international humanitaire. Amnesty International a manifesté quant à elle à Paris pour protester contre la visite du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. L'ONG dénonce les ventes d'armes françaises à Riyad, celles-ci étant soupçonnées d'être utilisées contre les populations civiles au Yémen. Hier soir est arrivé en France Mohammed Ben Salman, donc le prince héritier saoudien, pour une visite de 3 jours, et nous souhaitons interpeller le président de la République française pour qu'il mette les graves violations des droits humains à l'agenda de ces discussions avec le prince, à la fois à l'intérieur de l'Arabie saoudite, mais aussi en dehors de ce pays, et notamment au Yémen. Les militaires du régime saoudien s'en sont pris à un lieu de culte chiite dans la région de Qatif, dans l'est du royaume, et ont arrêté pas moins de 3 personnes. Les militaires du régime de Riyad ont attaqué ce mardi 10 avril le lieu de culte chiite de Ben Jumu'ah, situé dans une localité près de Qatif. Le régime attaque les chiites alors que le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman est en visite en France, où il prêche une modernisation du royaume wahhabite qu'il promet d'être ouvert et respectueux des droits de l'homme. Depuis les 7 dernières années, la région à majorité chiite de Qatif est le théâtre de manifestations pacifiques du peuple qui ne peut plus supporter les politiques répressives de Riyad. Les habitants réclament des réformes politiques et exigent que le régime mette fin à la discrimination à l'encontre des chiites. La population chiite a été privée de tout développement économique, alors même que l'économie du pays est fondée, pour l'essentiel, sur la richesse provenant du sous-sol de la région où elle est installée. Les chiites sont par ailleurs tenus à l'écart des emplois supérieurs de l'administration, de l'armée et des forces de sécurité. Des centaines de demandeurs d'asile africains, des militants israéliens et des résidents ont envahi les rues de Tel Aviv pour contester la décision du gouvernement israélien de déporter des dizaines de milliers de demandeurs d'asile africains vers l'Ouganda notamment. Comme des milliers de résidents du sud de Tel Aviv et des centaines de milliers de personnes en Israël, nous sommes contre la déportation et nous sommes contre l'accord secret du gouvernement israélien
avec l'Ouganda, qui veut essentiellement expulser par la force des dizaines de milliers de réfugiés africains et de demandeurs d'asile africains d'Israël vers l'Ouganda. Toutes les personnes présentes ici aujourd'hui et des centaines de milliers de personnes en Israël sont toutes contre cet accord secret visant à expulser des gens d'Israël par la force pour les envoyer ailleurs dans le monde. Les manifestants ont scandé des slogans contre la décision du gouvernement israélien qu'ils jugent raciste. Il y a une semaine, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a douché les espoirs de milliers d'immigrants soudanais et érythréens en annulant brutalement un accord avec l'ONU qui aurait permis à certains d'être réinstallés dans des pays occidentaux et à d'autres d'obtenir un permis de séjour en Israël. L'accord visait à empêcher les déportations forcées vers des destinations africaines, probablement l'Ouganda et le Rwanda. Les deux États africains nient toutefois avoir signé des accords avec Tel Aviv à cet égard. Les manifestants se sont rassemblés non seulement à Tel Aviv, mais aussi devant les ambassades ougandaises dans plusieurs pays pour protester contre les expulsions prévues. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a récemment annoncé un accord de règlement avec l'ONU, mais a fait marche arrière peu après les critiques croissantes des groupes de droite au sein de son propre gouvernement. Les pertes liées à 7 jours de grève chez Air France sont estimées à 170 millions d'euros, a annoncé mardi la direction à l'occasion de la publication mensuelle du trafic du groupe Air France KLM, en hausse de 5,4% en mars. 11 syndicats de tous métiers ont appelé mardi et mercredi à 2 nouveaux jours de grève pour réclamer 6% d'augmentation générale après avoir suivi des journées d'action du même type les 22 février, 23 mars, 30 mars, 3 avril et 7 avril. Air France prévoit qu'un avion sur 4 restera cloué au sol mardi. Le taux de 75% de vols assurés en moyenne mardi est semblable à celui des 4 premiers jours de grève. Il était de 70% samedi pour la 5e journée de mobilisation. Les syndicats appellent également à la grève les 17 et 18 avril, ainsi que les 23 et 24 avril. Lundi, c'était le patron de l'opérateur public du rail SNCF qui avait dénoncé le coût de la mobilisation lancée début avril contre la réforme ferroviaire. Il s'élève déjà à une centaine de millions d'euros, avait indiqué Guillaume Pépi, au 4e jour d'un mouvement social en pointillé, alternant 2 jours de grève et 3 jours de travail. En Allemagne, une grève surprise lancée par le syndicat Verdi a forcé la compagnie aérienne Lufthansa à annuler 800 vols ce mardi, soit la moitié des départs prévus. Toutes les compagnies sont affectées par le mouvement mené sur fond de négociations salariales. Les débrayages organisés dans les aéroports de Francfort, plus grande plateforme du pays, Munich, Cologne et Brême, ont contraint l'allemand Lufthansa à annuler plus de 800 vols, soit un avion sur 2, affectant environ 90 000 passagers. D'autres aéroports comme ceux de Leipzig, de Hanovre et de Hambourg ont été touchés par ricochet. Eurowings, filiale du géant aérien allemand, est également concernée. Il s'agit là d'une grève d'avertissement ponctuel du personnel des aéroports destinée à peser sur les pourparlers salariaux dans la fonction publique qui doivent reprendre mi-avril. Cette tactique de négociation est classique en Allemagne. Et dans certaines villes, les transports en commun, les crèches ou le ramassage des ordures sont aussi concernés et le seront au moins jusqu'au 15 avril. Les syndicats réclament une hausse de 6% des salaires pour les 2,3 millions de contractuels de la fonction publique employés par l'État fédéral et les communes. Un peu plus d'1 mois après son admission en soins intensifs, Yulia Skripal a quitté l'hôpital où elle était soignée depuis son empoisonnement par un agent innervant avec son père, l'ex-agent double Sergei Skripal, début mars en Angleterre. Yulia Skripal a maintenant quitté l'hôpital. Ce n'est pas la fin de son traitement, mais c'est une étape importante. Son père a également fait de bons progrès, bien qu'il se rétablisse plus lentement.
Nous espérons qu'il pourra sortir de l'hôpital le moment venu. Les 2 patients ont exceptionnellement bien répondu au traitement que nous leur avons administré, même s'ils sont à différents stades de leur guérison. Nous avons alors dû utiliser une variété de médicaments différents jusqu'à ce qu'ils soient capables de produire plus d'enzymes pour remplacer celles affectées par le poison. Le 4 mars dernier, l'ex-agent russe Sergei Skripal et sa fille Yulia ont été retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la première ministre britannique Theresa May a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal sans toutefois présenter de preuves pour étayer ces allégations. L'affaire a provoqué une grave crise diplomatique entre Moscou, qui nie toute implication, et les Occidentaux. Elle s'est traduite par la plus importante vague d'expulsions croisées de diplomates de l'histoire. La Russie a toujours démenti les allégations de Londres. Début avril, les chercheurs du laboratoire britannique de Porton Down ont reconnu ne pas être en mesure d'établir de quel pays provenait l'agent innervant utilisé dans cette tentative d'assassinat. Le gouvernement russe a demandé à plusieurs reprises à Londres de lui permettre de participer à cette enquête. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a évoqué pour la première fois publiquement, lors d'une réunion du parti au pouvoir à Pyongyang, un dialogue sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Le président américain Donald Trump a accepté le mois dernier la tenue d'une rencontre avec le Nord, qui serait la première de l'histoire entre un président américain en fonction et un leader nord-coréen. Mais ni la date ni le lieu de ce sommet n'ont été arrêtés. Lors d'une réunion de hauts responsables du Parti des travailleurs lundi, M. Kim a discuté du développement actuel des relations Nord-Sud et de la perspective d'un dialogue entre les États-Unis et la République populaire de Corée, a rapporté l'agence officielle nord-coréenne KCNA. Il a présenté un rapport sur la situation dans la péninsule coréenne, évoquant notamment l'autre sommet, prévu à la fin du mois avec la Corée du Sud. Par ailleurs, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a déclaré mardi avoir accepté une invitation à Pyongyang, capitale de la Corée du Nord. D'un autre côté, nous avons confirmé que nous nous félicitons de la normalisation progressive de la situation, de la fin des menaces réciproques, de l'ouverture au contact entre la Corée du Nord et la Corée du Sud et entre la Corée du Nord et les États-Unis. Nous sommes très satisfaits des négociations et mon homologue nord-coréen m'a invité à faire une visite à Pyongyang et nous avons accepté cette invitation. Aucune décision n'a été prise à ce stade concernant un éventuel sommet entre le président russe, Vladimir Poutine, et le numéro 1 nord-coréen, Kim Jong-un, a ajouté devant la presse Sergei Lavrov, à l'issue d'un entretien à Moscou avec son homologue nord-coréen, Ri Yong-ho.